Je voudrais revenir sur la France. Vous dites, il y a des pays qui ont intérêt à dévaluer, donc il faut sortir de l'euro. Enfin, on ne va pas rentrer dans les modalités techniques, mais sortir de l'euro et dévaluer, dans la mesure où tous nos biens de consommation sont importés, et notamment des pays émergents et de la Chine spécifiquement. Cela veut dire une baisse du pouvoir d'achat. Vous évoquez ce sujet à un moment donné où on entre en campagne électorale et tout le monde dit la priorité, c'est le pouvoir d'achat. Comment on va faire? Alors, d'abord, il faut savoir que ce que l'on perd du côté des importations. Donc, il faut savoir que les importations, évidemment, en cas de forte dévaluation, le prix des produits importés augmente. Bien. D'ailleurs, quelle est la part dans les produits importés en France de l'énergie et des autres produits? On verra déjà que, de ce point de vue-là, l'énergie occupe une certaine place. L'Eurofort nous protège sur les approvisionnements. Sur les approvisionnements, mais c'est surtout une question fiscale. Si on avait adopté une autre fiscalité, nous aurions des prix de l'énergie nettement plus bas. Et puis l'autre aspect, c'est qu'est-ce que l'on va gagner au niveau de nos exportations. Et là, on s'aperçoit que l'élasticité prix de nos exportations est très importante et que donc le gain potentiel est extrêmement important. Alors, ce qui est intéressant, c'est le gain potentiel à terme, mais à court terme, une dévaluation entraîne un renchérissement immédiat du prix des biens importés. Mais ça peut entraîner... Y compris les automobiles françaises fabriquées à l'étranger. Y compris la part des automobiles françaises qui est fabriquée à l'étranger. Qui est maintenant majoritaire. Bien sûr. Mais si vous regardez au niveau des exportations, vous voyez que les gains peuvent être extrêmement rapides. A contrario, on le voit dans la perte de toute une série de contrats à cause des prix proposés par l'industrie française. Nous ne sommes plus compétitifs aujourd'hui sur toute une série de marchés, et il faut savoir une chose importante. La France fait moins de la moitié de son commerce extérieur avec la zone euro. Ce qui n'est pas le cas de l'Espagne, ce qui n'est pas le cas de l'Allemagne, ce qui n'est pas le cas des Pays-Bas, mais ce qui est le cas, par exemple, d'un pays comme la Grèce, qui, elle, ne fait que 35%. Alors, je comprends bien, macroéconomiquement, on dévalue, et donc on rétablit notre compétitivité. Mais est-ce qu'on la rétablit véritablement quand le pays s'est désindustrialisé? Le niveau de production industrielle en France aujourd'hui est retombé à son niveau de 1998, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Comment on fait quand les entreprises ont disparu et le savoir-faire a disparu? Attention, je pense que là, il faut bien comprendre qu'on est dans un processus de désindustrialisation, mais que ce processus est loin d'être achevé. Il est même loin d'avoir porté atteinte fondamentalement au grand savoir-faire et aux grandes zones de compétences de l'industrie française. Ce qui est très inquiétant, et si vous voulez, le point sur lequel j'ai voulu aussi d'une certaine manière agiter la sonnette, tirer le signal d'alarme, c'est de dire, aujourd'hui nous voyons commencer à se manifester des éléments de désindustrialisation, mais d'ici 10 ans ou d'ici 15 ans, là nous risquons effectivement d'être complètement désindustrialisés. Mais est-ce qu'il n'y a pas des mesures fiscales aussi à prendre pour permettre la réindustrialisation de la France? Alors, il faut des entrepreneurs. Non, il faut des entrepreneurs. Si vous voulez, la dimension de la fiscalité est très certainement une dimension importante, mais c'est plutôt une dimension qui vise à empêcher de nouvelles fuites qu'elle ne va créer des nouveaux entrepreneurs. Et ça, il faut faire très attention. Si vous voulez, on a maintenant, depuis 30 à 40 ans, tout le bilan des différentes incitations fiscales à l'investissement. Et on se rend compte que ces incitations fiscales sont efficaces pour éviter une baisse de l'investissement, mais qu'elles ne provoquent pas en retour une montée de l'investissement. Autrement dit, quand vous transférez une partie de la fiscalité des entreprises vers les ménages, ça redonne un minimum de bol d'air aux entreprises, ce qui peut, compte tenu des contraintes d'une période, être extrêmement important. Mais ce n'est pas ça qui va les décider à augmenter leurs investissements. Et là, il faut comprendre que l'augmentation des investissements, ça peut être une augmentation de la demande intérieure, une augmentation de la demande extérieure et des aides massives de l'État. Bon, Jacques Sapir, malheureusement, le temps tourne. On pourrait y passer des heures, il faut lire le livre. On rentre en période présidentielle. Si vous étiez le conseiller du nouveau président de la République qui sera élu dans 1 an, dans les 100 premiers jours, juste pour terminer, quelle est la première décision à prendre? Tout dépendra de dans quel contexte nous serons.
nous allons connaître la crise de la zone euro. Mais ce qui est aujourd'hui impossible à dire, c'est est-ce que nous la connaîtrons à la fin de cet automne ou est-ce que nous la connaîtrons à la fin du premier trimestre, c'est-à-dire grosso modo au moment où se passera l'élection. Et ça a bien une importance, si vous voulez. Nous aurons un défaut de la Grèce sera très probablement obligée de sortir après son défaut. Le Portugal sera touché. L'Espagne... Ça pire en quelques mots. Bon. Donc, si vous voulez, tout va dépendre de la situation. Mais si effectivement, nous sommes dans cette situation extrêmement grave d'une crise de la zone euro, alors oui, je donnerai comme conseil principal, tout d'abord de dire à nos partenaires, la zone euro doit changer, et si on ne peut pas obtenir rapidement un accord pour faire évoluer la zone euro, à ce moment-là, effectivement, de sortir de la zone euro. Jacques Sapir, je vous remercie.